Salut les amis, j'espère que vous allez super bien, j'espère que la semaine se passe très bien et d'avance déjà je vous souhaite un très bon week-end. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, il s'agit des études aux États-Unis. Vous êtes dans votre pays, vous voulez venir faire vos études aux États-Unis. Quelle est la procédure? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais en parler dans cette vidéo. Vous avez joué à la Green Card ou bien vous venez de gagner à la Green Card. Vous vous demandez une fois aux États-Unis comment ça se passe concernant les études. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais avant de continuer, vous connaissez, on passe à mon intro. Alors, merci à tous et à chacun pour la vidéo précédente. Merci pour le pouce bleu, merci pour le partage. Alors, la semaine passée, il était question de parler des études aux États-Unis, puisque notre frère Aubin avait été choisi pour donner le sujet. Et je pense que vous avez vérifié dans les commentaires de la vidéo précédente. Il a demandé, et s'il avait fait des études au pays, comment il devait s'y prendre une fois qu'il arrive ici. Alors, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. J'ai fait tous les détails, j'ai fait un programme là-dessus pour vous informer sur ce sujet. Alors aujourd'hui, il sera question de parler des études aux États-Unis. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de venir avec le visa étudiant. La seconde, c'est d'être résident permanent. Et puis voilà, vous allez aux études. Très rapidement, allez. Premier point, visa étudiant. Pour les visas étudiants, c'est très simple, c'est pas vraiment compliqué. Alors, vous, déjà, étant dans le pays où vous êtes, soit au Cameroun, vous êtes en Tunisie, en Algérie, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas où, en France même si vous voulez. Alors, où que vous soyez, vous faites des recherches sur Internet d'une école ici aux États-Unis. Ça peut être un community college ou une université, pardon, autant pour moi. Alors, une fois que vous avez opéré le choix, vous cherchez à prendre les informations, quelles sont les différentes conditions que cette école-là souhaite, enfin, quelles sont les différentes conditions que cette école-là souhaite que vous remplissiez avant de venir étudier dans leur école, d'accord, chez elle, enfin, autant pour moi. Donc, une fois que vous avez ces conditions-là, vous cherchez à les remplir. De façon générale, ils vont vous demander le TOEFL, ils vont vous demander vos diplômes, votre niveau d'études, généralement quel genre de filière vous venez faire. Voilà, c'est juste des formalités que vous devez remplir. Et une fois que c'est fait, vous leur envoyez tout ça et en retour, ils vont vous envoyer une invitation. Et avant de recevoir l'invitation, ils vont vous demander un sponsor, une sorte de garant, celui qui va se porter garant. Parce que je pense bien c'est l'année ou les 2 années pour avoir le associate. L'associate, c'est un peu genre 2 années de formation. Pour avoir l'associate, ils vont demander, je pense que c'est 25 000 $. 25 000 $. Donc voilà, il veut être sûr que vous allez payer cette somme-là. Et si vous n'arrivez pas à payer, c'est qui on doit contacter pour ça. Donc il vous faut un sponsor qui sera celui qui va se porter en garant. D'accord? C'est celui-là qui va se porter en garant. Donc une fois que c'est fait, ils vont vous envoyer le document qui est l'invitation pour dire ouais, nous sommes telle université, tout ça, machin, tout et tout. Ils vont balancer ça à votre ambassade. Donc c'est l'ambassade qui va recevoir et voilà, ils vont programmer une sorte d'interview pour certains détails, vérifications et autres. Et puis ils vont attribuer le visa pour venir étudier aux États-Unis dans l'école proprement dite. Ça c'est le premier point, c'est vraiment pas compliqué au niveau de visa étudiant. Mais la précision qu'il faut faire, quand vous venez une fois aux États-Unis en tant qu'étudiant, juste étudiant, vous allez avoir ce qu'on appelle un numéro de sécurité sociale qui est juste spécifique à un étudiant. Avec ce numéro de sécurité sociale, on peut facilement vous identifier en tant qu'un étudiant aux États-Unis. Deuxièmement, vous pouvez travailler mais uniquement au sein de votre université. Si vous utilisez ce numéro de sécurité sociale là pour aller ailleurs, ils ne vont pas vous accepter en tant qu'étudiant. D'accord? Donc, c'est un numéro de sécurité sociale très, je vais dire, spécifique et restreint à l'université. Donc, ceux qui font des programmations, ah, si moi je vais aux États-Unis, après je peux aller travailler dans telle compagnie. Non, non, c'est pas possible. Vous serez considéré en tant qu'un étudiant. Parce que ce qu'il faut savoir aux États-Unis,
partout où vous devez travailler, ils vont vous demander votre numéro de sécurité sociale. C'est le numéro là que vous allez utiliser pour vous identifier, pour vous signaler aussi que vous êtes en train de travailler quelque part. Donc c'est ce même numéro là, ils vont vous demander aussi avant de vous attribuer le travail. Donc quand ils verront que vous êtes étudiant, ça ne pourra pas passer, c'est pas possible. Donc je pense que c'est ce qui est un peu du visa et étudiant et comment étudier aux États-Unis. Si voilà, j'ai pas été vraiment, je vais dire, plus clair ou si j'ai pas satisfait à vos préoccupations, vous pouvez toujours poser des questions en commentaire. Et aussi, s'il y a des anciens qui veulent apporter des rajouts concernant le visa étudiant, vous pouvez aussi faire en commentaire. Alors, avant de passer à la deuxième partie qui est, étant déjà aux États-Unis, vous avez le titre de résident permanent ou bien vous êtes citoyen américain déjà et vous voulez aller aux études. Il y a aussi cette partie-là que je vais aborder tout à l'heure. Mais je voulais faire la précision que si vous voulez de nous prendre en marche, ici c'est la chaîne du président Yves Que et mes abonnés sont appelés les jeunes cadres dynamiques, des personnes battantes, des personnes qui se cherchent, des personnes qui ne comptent pas sur leurs parents mais qui comptent sur eux-mêmes. Alors, si vous voulez intégrer la famille, merci de vous abonner dès maintenant et puis partager cette vidéo-là à des personnes que vous trouvez peut-être qui gagneront à suivre cette vidéo-là et à mieux s'informer concernant les études aux États-Unis. Si tu es aussi un YouTuber et que voilà, tu veux faire ta publicité, ne te gêne pas, fais ta publicité sur ma chaîne. Mais attention, n'oublie pas de t'abonner aussi à ma chaîne. C'est du gagnant-gagnant. Alors, on va aborder maintenant la deuxième partie qui est étant résident permanent aux États-Unis, quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous concernant les études. Alors, étant résident permanent aux États-Unis, les possibilités qui s'offrent à vous est d'abord, moi ce que je vous conseille d'abord, c'est d'être in-state, d'accord? Il y a des États aux États-Unis qui vous autorisent très rapidement à aller à l'école, mais ce n'est pas couvert par le gouvernement. Je pense que ça c'est payé, vous devez payer. Mais de façon générale, ici, il y a ce qu'on appelle le statut de in-state. In-state, ça veut dire que vous êtes un résident de l'État. State, in-state. Ça veut dire que vous avez fait 1 an dans l'État, vous avez travaillé, vous avez payé les taxes, vous avez participé à la vie de l'État. Et quand c'est comme ça, quand vous choisissez une école, vous demandez l'aide gouvernementale pour financer vos études. Et ils vont demander ce qu'on appelle vos tax returns. Les tax returns, c'est un document communément appelé le 1040. 1040 forme, c'est la forme du 1040 qui prouve que vous avez fait vos taxes. Vous avez travaillé, vous avez fait vos taxes. Vous avez participé à la vie de l'État. Et ils vont utiliser ça pour dire, oh ok, d'accord, c'est vrai, il a travaillé, tout ça, il a participé à la vie de l'État. On peut l'aider. Dans le système américain, il y a les community college et puis il y a les universités. Les community college, c'est pas ce qu'on entend en Afrique là, hein. C'est pas un collège, c'est aussi une sorte d'université. Mais là-bas, c'est un peu une sorte de prépa. Mais si tu fais 2 ans là-bas, ton diplôme est considéré comme un diplôme universitaire. Voilà pourquoi, quand tu vas directement à l'université pour un bachelor, tu dois faire normalement 4 ans. Mais si tu as fait un community college, tu as fait 2 ans, quand tu sois là-bas un associé et tu veux continuer à l'université, tu feras seulement aussi 2 ans là-bas pour avoir aussi le bachelor. Donc c'est considéré comme un système universitaire. Voilà pourquoi, voilà, c'est pas négligeable en fait. Donc il y a le community college et il y a l'université. Si tu veux faire un bachelor, moi je te conseille de faire d'abord un community college. Tu fais 2 ans parce que là-bas, on vous prend comme des bébés. On vous assiste, on vous accompagne dans le choix de vos matières et vous n'êtes pas plus de 20 dans votre classe. Donc le professeur a le temps de bavarder avec vous, votre problème, comment ça va, est-ce que vous comprenez. Il a le temps de suivre chaque étudiant. À chaque matière, il peut même s'asseoir à côté de vous, qu'est-ce qui ne va pas, et vous explique personne par personne. Si ce n'est pas fini, il n'a pas fini d'expliquer à tout le monde, à la prochaine séance, il va encore continuer avec les autres. Donc vous avez le temps de bien apprendre, de bien bosser et de bien suivre. D'accord? Pendant les 2 ans, vous êtes bien formé et c'est plus facile maintenant d'aller dans un système universitaire où là-bas ça va très vite. Vous voyez un peu. Le professeur, au niveau du community college, vous avez son numéro, vous avez son email, vous avez un problème avec un exercice, vous lui écrivez, il va prendre le temps d'étudier ça et bien vous expliquer. D'accord? Et même il y a des heures où il est dans son bureau, où il reçoit les étudiants de façon individuelle pour leur expliquer certains points qu'ils n'ont pas compris. Donc c'est tellement facile et voilà. Pour la petite anecdote ou bien mon avis, vous savez, les études aux États-Unis, ce n'est pas compliqué. En Afrique, je ne veux pas trop critiquer le système africain, mais on nous fatigue avec beaucoup de choses. Ici, c'est très facile d'aller à l'école. Le problème entre nous et les Américains,
Bon, entre nous et les Américains, je suis moi aussi, je suis américain. Mais ce que je veux dire, les Africains, nous, on vient ici, on n'a pas de famille ici. Du coup, on doit travailler pour payer notre loyer, nos factures, nos besoins et même aider aussi la famille au pays. Donc, on doit travailler et aussi aller à l'école. Vous vous rendez compte, vous venez de l'école, vous venez du travail. Bon, normalement, il faut dormir, se reposer. Mais là, vous avez des exercices à faire. Vous avez des devoirs de maison. Vous devez préparer un examen. Par exemple, le semestre passé, je descendais du boulot. Après, il faut dormir 4 heures de temps. Après 4 heures de temps, il faut rapidement se réveiller parce qu'il faut aller à l'école. Et souvent, il faut s'assurer d'avoir déjà fini les devoirs de maison. Parce que les devoirs de maison, c'est en ligne. On vous dit peut-être de tel jour à tel jour. Quand le jour là passe, le devoir, tu n'as plus accès à ça en ligne. Vous voyez un peu. Donc, il faut s'assurer de faire les devoirs de maison. Et il faut aller au cours. Vous voyez. Et après ça, quand vous descendez, vous avez juste quelques heures. Moi, quand je descendais, c'était de 16 h à 19 h. Et déjà à 20 h, je devais aller travailler. Vous voyez un peu ce cycle-là. Souvent, c'est difficile, souvent, c'est fatigant. Vous voyez un peu. Or, le petit Américain, lui, il vit avec sa famille. Il n'a même pas de problème. Il n'a pas besoin de travailler. S'il veut travailler, peut-être c'est pour juste avoir l'argent sur lui. Sinon, il vit en famille. Il n'a pas besoin de payer le loyer, de payer les factures, tout ça, machin. Ses parents gèrent tout ça pour lui. Tout ce qu'il a à faire, c'est de dormir, se reposer, se réveiller pour aller à l'école, faire ses exercices. Donc, en 4 ans, il a son bachelor tranquille. Mais vous, ou bien nous, Africains, on ne pourra pas faire ça en plein temps. Donc, si peut-être par semestre, on devait prendre 5 classes, normalement, pour un cursus normal, pour quelqu'un qui travaille, il va prendre peut-être 2, 3 classes. Les classes, ce sont les matières. Voilà. Si tu dois apprendre l'anglais, l'informatique ou encore parler en public, c'est ça on appelle les différentes classes par semestre. Généralement, pour aller vite, il faut prendre 5 ou 6 classes. Mais pour quelqu'un qui travaille, il ne peut pas faire ça. Donc, il sera obligé de prendre 2, 3 classes par semestre puisqu'il doit aller aussi travailler. Donc, il faut avoir le temps de gérer ça. Parce que si vous prenez 5, 6 classes et que tout cela doit vous donner des devoirs de maison, croyez-moi, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, il y a un peu cette difficulté-là, ce qui fait la différence entre nous peut-être et les Américains. Au niveau des documents à fournir, les documents à fournir, d'abord, il y a la condition, comme je l'ai dit, il faut être in-state. Ensuite, quand vous êtes in-state, il faut ensuite fournir votre 1040 qui montre que vous avez fait votre taxe. Après la 1040, il faut choisir votre école. Quand vous choisissez votre école, là-bas, l'école va vous demander, comme je l'ai dit, les taxes return, la 1040. Ils vont demander votre green card, ils vont vous demander votre numéro de sécurité sociale, ils vont vous demander votre ID ou bien votre permis de conduire. Le ID ou le permis de conduire, c'est ici un peu genre une sorte de pièce d'identité. Excusez-moi, une sorte de pièce d'identité. Ensuite, vous allez faire le choix de vos filières. Une fois que le choix des filières est opéré, si c'est une filière scientifique, vous allez plutôt voilà, faire un test d'anglais et un test de mathématiques. Si c'est une filière purement littéraire, ils vous demanderont simplement de faire un test d'anglais et ensuite choisir les matières dans lesquelles déjà vous voulez commencer le premier semestre. Alors, ici, tout est possible. Franchement, c'est tranquille. Vous pouvez aller à l'école à toutes les heures en fonction de votre emploi du temps au niveau du travail. Si vous travaillez par exemple du matin de 6 h jusqu'à 14 h, donc vous allez demander à votre conseiller de choisir des classes qui commencent à partir de peut-être de 15 h ou 16 h. Là, quand vous descendez du boulot, vous partez à l'école. D'accord? Et ça peut être une heure par jour. Généralement, de façon générale, les matières que vous choisissez, vous avez droit à 2 heures ou bien à 3 heures dans la semaine. Donc, de façon générale, il y a des matières que vous pouvez prendre. Peut-être si c'est l'anglais, vous allez prendre l'anglais le lundi et le mercredi. Et prendre une autre matière, peut-être, je ne sais pas moi, l'informatique, le mardi et le jeudi. Vous pouvez aussi combiner. Genre, si vous finissez l'anglais, allez à maintenant faire la classe d'informatique. Donc, vous choisissez les horaires, là, les tranches d'horaires où si vous finissez l'anglais, vous partez faire l'informatique. Là, le lundi et le mercredi, vous venez seulement uniquement à l'école. À part ça, les autres jours, vous êtes en train de travailler tranquille, sans pression. En tout cas, les études aux États-Unis, c'est pas vraiment compliqué. C'est le fait qu'on travaille et en même temps on va à l'école. C'est ce qui rend un peu plus difficile. Et aussi la concentration. Parce que c'est les erreurs aussi que les gens font de façon générale. Quand ils commencent à travailler, ah écoute, moi j'ai un salaire, je suis payé, tout ça, bon, pourquoi aller encore à l'école? Du coup, on se perd un peu. C'est les erreurs qu'il faut vraiment éviter, les amis, quand vous venez aux États-Unis. Il faut avoir des objectifs bien fixés, il faut se conformer à cela. Il ne faudrait pas que l'argent un peu vous monte dans la tête. Parce que à un moment donné, les jobs, les petits boulots qu'on fait là, à un moment donné, on est fatigué. Il faut voilà,
protéger la santé physique, tout ça. À un moment donné, vous allez voir que vous ne pouvez plus tenir. Or, avec le cerveau, c'est des boulots plutôt beaucoup plus intellectuels. C'est vrai que souvent, ça va demander des efforts physiques. Mais bon, vous serez quand même préparé à cela et vous pourrez gérer. Vous aurez le temps aussi d'avoir les jours de repos et aller voir vos familles et tout ça. Vous n'aurez pas vraiment à travailler beaucoup ou plusieurs heures pour avoir une bonne paye. Vous voyez, c'est aussi ça l'avantage lorsque vous partez à l'école. Ensuite, je vais aborder les petits détails qui concernent un peu le financement de vos études. Alors, quand vous faites un community college, avec, comme je l'ai dit, l'aide de l'État, eux, je précise, si vous commencez à aller à l'école après un an et que vous n'avez pas fait un boulot qui est vraiment trop bien payé, un boulot vraiment moyen, l'État couvre la totalité. Mais si vous êtes en train de faire un boulot où c'est vraiment bien payé, vous avez une bonne paye, de façon générale, eux, ils payent la moitié ou bien ils payent peut-être, je vais dire, une bonne partie. Mais vous allez payer aussi parce que vous travaillez, vous avez un bon revenu annuel. Donc, on tient compte de cela. Donc, moi, je conseille à ceux qui viennent. C'est vrai que quand vous arrivez, vous devez travailler avant de commencer à aller à l'école. Donc, du coup, il faut travailler, mais je vous demande de choisir des boulots pas trop bien payés, des boulots vraiment moyens. Là, la couverture de l'école sera à 100% par l'État. C'est plus facile. D'accord? Et après votre année de community college, quand vous avez décidé de partir à l'université, sachez que l'État va plus vous accompagner, l'État va plus vous couvrir. Ça, en ce moment-là, vous-même, vous serez obligé de financer vos études. De façon générale, l'État juste vous propose ce qu'on appelle le loan. C'est une sorte de crédit que vous allez payer une fois que vous allez commencer à travailler. Personnellement, moi, je ne conseille pas ça aux gens parce que moi, ce n'est pas mon truc. Non, certains le font, voilà. Et quand vous commencez à travailler, vous remboursez ça avec un taux d'intérêt. Sachez que pour ma part et pour ceux avec qui j'ai bavardé concernant leur expérience, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et vous allez payer ça durant toute votre vie. Je me souviens bien dans le semestre passé, on avait pris la classe de parler en public, on appelle ça public speaking. Et on m'avait donné le thème, puisque en public speaking, à chaque fois, vous devez faire des présentations, vous devez faire des exposés en PowerPoint. Et moi, mon thème, c'était les aides gouvernementales ou les crédits que l'État donne. Et j'ai fait des recherches et dans ma présentation, voilà, j'ai parlé des seniors. Les seniors, c'est des personnes qui ont plus de 65 ans. Il y a des gens qui ont plus de 65 ans et ils continuent de payer leurs crédits qu'ils ont pris quand ils partaient à l'université. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc, il faut vraiment faire très, très attention à ces niveaux. Il ne faut pas venir comme ça se jeter là-dedans. Si c'est des aides qui ne sont pas vraiment assez, 15 000, 20 000 dollars, que vous pensez qu'en un temps record, vous pouvez rembourser, ok, tant mieux, vous pouvez vous mettre dedans. Mais si c'est des crédits que vous remboursez toute votre vie, ça donne l'impression que vous travaillez pour les gens. Parce que vous allez travailler pour rembourser. Moi, je ne veux pas ça. Donc voilà, à chacun son choix. Mais moi, je ne vous conseille pas ça. Faites un associé. Avec un associé, vous pouvez avoir un très bon boulot, une très bonne paye. Et si vous voulez aller jusqu'au bachelor, là, ça a encore vraiment encouragé. Alors, avant de continuer, il y a des gens qui m'ont contacté, qui disent qu'ils n'arrivent pas à commenter mes vidéos, ils n'arrivent pas à s'abonner. Alors, c'est très simple en fait. Pour Google, il faut d'abord vous connecter via votre compte Gmail. D'accord? Donc, si vous n'avez pas un compte Gmail, vous devez créer un compte Gmail. Ou bien, si vous en avez déjà, vous devez vous connecter avant de regarder la vidéo. Comme ça, c'est possible de liker, de commenter ou de partager en fait. Et surtout aussi de s'abonner, bien sûr. Il faut s'abonner. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pas aussi compliqué que ça. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, il faut le faire très rapidement. Ensuite, je choisis très rapidement l'abonné. Là, il ne m'a pas contacté par commentaire puisqu'il n'arrivait pas à commenter. Donc, il m'a contacté en privé. Alors, c'est Kwashi. S'il m'entend, il s'appelle Kwashi. C'est le nom de famille que j'ai retenu la dernière fois et après, ça m'a échappé. Mais il se reconnaîtra. Alors, si tu m'entends, c'est toi qui fais le choix de la prochaine vidéo sur le sujet. Donc, très rapidement, va en commenter et fais, voilà, ton sujet. Alors, concernant pour mon frère Aubin, qui lui avait déjà fait les études au pays, et là, il est venu ici avec son diplôme. Alors, d'abord, la première étape, bien sûr, c'est d'abord de venir in-state. Après un an, une fois devenu in-state, il s'agit simplement de choisir une école ou une université où il va rapidement. Et arrivé là-bas, il va présenter son diplôme, il va leur expliquer sa situation. Ils vont évaluer son diplôme, dire que, ah, écoute, voilà, cette matière-là, ok, c'est ici aussi, on suppose que tu as déjà fait, ah non, ça là, il va falloir refaire ça ici, tout ça, machin. Et ils vont évaluer ton diplôme, mais ils vont dire à quoi ça équivaut. Ils peuvent te dire que c'est un bachelor, ils peuvent te dire que c'est un associé,
et te présenter les matières dans lesquelles tu dois reprendre pour continuer tes études. Maintenant, ça va dépendre aussi de toi parce qu'il y a certains, quand ils viennent, ils changent carrément le filière. Bon, quand c'est comme ça, tu dois reprendre un peu à zéro. Mais tout est une question de choix. Et alors, déjà, il y a les mumus qui sont en train de dire que d'ici peu de temps, ils vont relancer les interviews. Mais je pense que la grande partie va se faire en ligne. D'accord? Mais bon, ça reste encore à étudier, c'est pas encore confirmé. Mais les interviews doivent pouvoir reprendre. Les gens en parlent déjà. Et je vous reviendrai très bientôt pour plus de détails. Jusqu'à là, c'est toujours maintenu. Les résultats sortent début mai. J'ai dit bien début mai. Allez, bonne chance à tous. Alors les amis, j'espère que ma vidéo vous a servi, qu'elle a été très utile. Et comme je le dis chaque fois, si elle vous a servi, faites un pouce. Partagez à vos amis aussi qui ont besoin de ce genre d'informations. Abonnez-vous. Et puis voilà, pourquoi pas à la prochaine vidéo encore, on va s'ambiancer. Mais sachez que j'ai une playlist. Je vous demande juste de visiter ma chaîne. J'ai plusieurs sujets déjà que j'ai déjà touché. Il faut juste de les visiter et puis les regarder. Vous allez voir forcément un lien ici qui signale ou carrément aller sur la chaîne et puis visiter. Vous allez voir les différents sujets que j'ai déjà abordés. D'ici là, portez-vous bien et puis allez, on est ensemble. Ciao, ciao.